L'écologie a-t-elle trouvé sa place dans ce gouvernement? Beaucoup se posent la question sur Nicolas Hulot. Et puis ce soir, eh bien, grand débat avec le Premier ministre face à Jean-Luc Mélenchon. Ça sera une partie intéressante à suivre, une partie si je puis dire. Et c'est Sébastien Lecornu, le secrétaire d'État à la transition écologique, qui nous en parle ce matin. Sébastien Lecornu, bonjour. Bonjour Yves Tréhard. Alors, Nicolas Hulot, il est où? Il n'est pas un peu embarrassé dans ce gouvernement quand même? Non. Beaucoup se posent la question. Hein. Bah, pas moi, en tout cas. Bah oui, moi, je travaille avec lui tous les jours. Donc ça me permet justement de ne pas me poser de questions. Alors, on a vu le Irma et puis on cherchait partout Hulot, on ne l'a pas vu. Bah, vous l'avez trouvé dans le Parisien pour le coup. Non, il a commenté, des perspectives. mais il est dans le commentaire, il n'est pas dans l'action. Ah bah, le projet de loi hydrocarbures, c'est pas un commentaire, c'est une action. Le plan climat, c'est pas un commentaire, c'est une action. Le sommet international du 12 décembre prochain pour financer l'accord de Paris, c'est pas un commentaire, c'est une action. Tout ce que l'on peut faire pour décliner les mesures de transition, de prime à la casse, pour changer de voiture, pour tourner le dos justement. Il n'est pas gêné, aux vieux véhicules quand même, on se dit qu'il pourrait être davantage présent. Bah, il est présent, il porte la politique du gouvernement en la matière, il porte même une des transitions les plus inédites qui a pu être faite en matière d'écologie ces 10 ou 15 dernières années. Ah, vous êtes les meilleurs du monde là? Non, mais on essaie d'être dans la continuité de ce qui s'est fait avant à l'international. Jacques Chirac, la maison brûle, on regarde ailleurs, le Grenelle de l'environnement de Nicolas Sarkozy, tout ce qui a été fait à l'Assemblée générale des Nations Unies sur le pacte mondial de l'environnement, la continuité de l'accord 21, de la COP 21 et de l'accord de Paris, pardon. Ouais. Mais bien évidemment, il y a une déclinaison opérationnelle nationale pour le quotidien des Français, et il le fait. Vous connaissez Yannick Jadot? Oui. C'est pas un excessif. Hein. Nicolas Hulot doit se servir davantage de sa force de frappe pour imposer des choix. Yannick Jadot est un vert. Moins de paroles, plus d'actes, c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites. Ouais, le climat, vous n'êtes pas d'accord avec parler. Jadot alors? Le climat, tout le monde en parle pendant les campagnes électorales. Tout le monde harangue les foules avec ça. Tout le monde se donne bonne conscience avec les questions environnementales. Oui. Moins de paroles, plus d'actes. Alors, le glyphosate, ça flingue notre agriculture, ça flingue le climat, ça flingue notre santé. Glyphosate, ça flingue notre santé. J'entends le ministère de l'Agriculture, qui est une sorte de sous-traitant de la FNSEA, aujourd'hui, qui dit « mais il n'y a pas de problème avec les agriculteurs ». Aux États-Unis, aujourd'hui, on a 10 000 agriculteurs qui sont engagés dans une plainte contre Monsanto parce qu'ils développent des lymphomes et des cancers. Donc, est-ce qu'on peut arrêter cette folie, par exemple, du glyphosate pour justifier justement utiliser l'argent public et réorienter l'agriculture? Là, c'est Yannick Jadot qui parle aussi. Le glyphosate en France? Il parle, puis nous on agit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Interdit au 1er janvier 2017 sur les emplois pour les collectivités territoriales dans les espaces publics. Interdit au 1er janvier 2019 dans les usages pour les particuliers. Et là où la Commission européenne prévoyait, suggérait de manière quasiment automatique une reconduction de licence pour 10 ans sur le glyphosate, le gouvernement a dit non, 10 ans c'est trop long. Il faut donc trouver un point de médiation qui permet d'accompagner les agriculteurs vers une solution de transition, vers une solution de substitution. Ça va durer combien de temps? Le Premier ministre Édouard Philippe a missionné et Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, et Nicolas Hulot, mon ministre d'État, pour justement avoir un plan de sortie du glyphosate qui soit respectueux des usages agricoles, parce que du jour au lendemain, on ne peut pas interdire de manière brutale. La réalité, c'est qu'il faut trouver un point qui soit en deçà, bien évidemment, et vous allez avoir tous les agriculteurs et qui permet aux scientifiques, puisque ce n'est pas les politiques qui peuvent répondre à ces questions-là, mais qui permet aux scientifiques de donner des perspectives de solutions de substitution. C'est mauvais le glyphosate ou c'est bon? La réalité, c'est que des grands scientifiques qui font de la recherche sur les questions liées au cancer disent qu'il est potentiellement cancérigène. Et donc il est temps d'arrêter alors. Et donc on l'arrête au 1er janvier 2017. Non, pour les particuliers. Fait. On l'arrête au 1er janvier 2019 pour les particuliers. Les collectivités territoriales, c'est déjà fait. Sauf que les agriculteurs, du jour au lendemain, dans leur vie quotidienne, on ne peut pas leur dire stop au coup de sifflet. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et au passage, c'est véritablement méprisant. C'est une nouvelle façon de gouverner. La réalité, c'est qu'on fait des états généraux de l'alimentation et que tout le monde nous dit ça sert à rien. Des états généraux dans tous les sens. Oui, et typiquement, voilà à quoi ça sert. Et voilà à quoi ça sert. D'accord. Un budget. Le budget, le projet de loi de finances plutôt, vous êtes bien servi? On n'a pas l'impression que l'écologie soit particulièrement en pointe. Ah bon, vous trouvez vraiment? Moi, je n'aime pas beaucoup bien servi et mal servi. La réalité, c'est que le budget répond à un tout cohérent dans la politique du président de la République. L'emploi avant tout, le pouvoir d'achat des Français et effectivement les transformations, modernisations et disons-le, profondes du pays. Il y a le logement, Julien de Normandie et Jacques Mézard, ils sont longuement revenus. Puis il y a effectivement la transition écologique. Pardon, mais une prime universelle à 1 000 € pour changer son vieux véhicule diesel ou ça va coûter combien, sa vieille bagnole à essence, c'est le bonus-malus.
en plus. C'est-à-dire que c'est le principe du D'accord. pollueur-payeur. C'est celui qui s'achète une voiture qui pollue, il paye le bonus pour celui qui, justement, souhaite moins polluer. Oui, donc C'est vous ça. dépensez. Vous êtes le ministère de la juste. Dépense, en fait. Non, du tout. Non. On est le ministère Vous de donnez la de l'argent transition. pour acheter des vélos aussi. Parce que vous pensez aussi que la transition écologique, ça ne crée pas des emplois. Vous pensez qu'il n'y a pas des filières économiques entières. La green tech, ça existe. La transition écologique, c'est une transformation profonde. Et moi, justement, à combien vous estimez d'emplois qu'on peut créer un homme avec de la droite, transition écologique? comme vous le savez, mon cher Yves Tréhard. Ah, je croyais que vous étiez et de droite et de gauche. moi, mais bon. Je peux porter une politique et de droite et de gauche, mais mes convictions, elles sont connues de tout le monde, elles Ouais. sont connues notamment de mes électeurs dans l'heure. La réalité, c'est que cette transition écologique, justement, elle peut se faire de manière non punitive, elle peut se faire de manière positive. Et cette manière positive, c'est l'accompagnement des plus fragiles dans la transition. C'est ce qu'on fait avec les primes, c'est ce qu'on fait avec le chèque énergie, et également la création d'emplois au travers de filières. Regardez REF 3, par exemple, dans les Hauts-de-France. Votre objectif, c'est combien d'emplois? Ça ne fonctionne pas comme ça. L'idée, c'est de voir ce que l'on met sur la table en investissement public. Regardez, 20 milliards d'euros dans le grand plan d'investissement uniquement dans cette question de la transition énergétique. 9 milliards sur la performance énergétique. En combien de temps? Des contrats, le quinquennat, contrats de transition écologique avec les collectivités territoriales auxquelles passez je des travaille contrats, là pour permettre de l'investissement public. Demain, je serai à Courcouronnes, chez Stéphane Baudet, Qu'est-ce que vous en allez faire à Essonne, Courcouronnes pour justement donner l'exemple sur l'entretien du bâtiment public en matière de performance énergétique. On doit montrer l'exemple. Ok. Plus 1,2 milliard d'euros pour l'ANA, pour les plus fragiles, sur la performance énergétique des logements. Bref, tout ça pour vous dire qu'on fait des choses. Avant la fin du quinquennat, le litre de diesel coûtera le même prix que le litre d'essence? Convergence, passif en terminé Sûr à Juré craché. 50 000 morts prématurées chaque année pour le diesel. D'accord. lié Et aux le particules. tabac va augmenter. Je pense qu'au bout d'un moment, sur les questions de santé publique, il faut qu'on arrête de se payer de nous. Alors, est-ce que vous faites comme Bruno Le Maire? Il a annoncé qu'il avait quitté les Républicains, ça on le savait, mais qu'il avait adhéré à la République En Marche. Bon, Vous aussi d'ailleurs, c'est pas non plus quelque chose Ah, d'étonnant. révolutionnaire, mais vous- Il était candidat En Marche aux élections législatives, Oui. donc il y a Mais une vous continuité là-dedans. Et vous? Moi, la réalité, c'est que de plus en plus, je me pose des questions sur ma place aux Républicains. Alors, visiblement, mes amis les Républicains se posent aussi la question de ma place aux Républicains, mais ils ont bien du mal à m'exclure puisqu'ils ne sont pas trouvés d'article dans les statuts qui prévoit qu'un membre du Mais gouvernement. vous pourriez prendre la est en décision rupture. vous-même, ça serait logique. Il est vrai que je suis quand même un peu échaudé par ce qui s'y passe. C'est-à-dire, entre les deux tours de la présidentielle, le bureau politique des LR n'est pas capable, pas foutu de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Là où même François Fillon a su Alors, prenez votre répondre. décision, alors. Là où, depuis toujours, Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, d'ailleurs, ont été dans une continuité républicaine formidable. pourriez de ce point de claquer vue. la porte. Le lien avec le Front National a toujours été On se dit, clair. il n'a pas de courage, il pourrait claquer la Si porte. vous inquiétez pas, je pense que j'avais plutôt démontré une forme Mais- de courage en claquant la porte Oui. déjà de la campagne de François Fillon Oui, en mais son vous temps, pourriez parce que claquer la j'avais porte des accepté Républicains. justement que la question de la Ils vous morale aiment et de la pas. parole donnée Ils vous aiment ne plus. soit pas. Je ne demande pas de l'amour, je demande de la cohérence. Mais ils Regardez, vous aiment plus. Mais moi, c'est moi qui sollicite leur amour. Bon. Réforme du droit du travail. Mais vous pourriez adhérer. Réforme du droit du travail. Ça fait 10 ans que dans des meetings à droite, à l'UMP, au LR, on dit qu'il faut réformer, assouplir pourriez- le droit du travail. On le fait, Vous qu'ils nous pourriez soutiennent. adhérer à la La réforme République de En Marche. l'ISF. La réforme de l'ISF. Répondez-moi par oui ou par non. Je me pose toutes les questions. D'accord. Droitisation des Républicains, vous sentez ce mouvement de droitisation avec la Je viens de vous le dire. victoire Quand de on est- Laurent Wauquiez? Quand on n'est pas capable de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron entre les deux tours de l'élection présidentielle, là où toujours Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy ont su choisir et ont su donner une ligne claire aux partis politiques qui les incarnaient, la famille politique que nous incarnions, c'est que visiblement il y a un problème. Si Laurent Wauquiez est élu président le 10 décembre, ou le week-end d'après, vous quittez les Républicains, là? Non, je pense que je n'ai pas grand-chose à voir avec M. Wauquiez, oui. C'est pas votre ligne politique, Non, ça? je pense que c'est une ligne politique qui Valérie Pécresse, mènera en plus davantage Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, d'autres gens. Et puis effectivement, Pourquoi il ne se moi, je- présente pas, alors? surtout moi j'aimerais qu'il réponde à la recomposition politique que le président de la République a souhaité. Vous La devriez les réalité, voir c'est que- constructifs ou... Ouais, la réalité, c'est que le président de la République, il a fait un choix, c'est de gouverner avec son socle du second tour de la présidentielle, Ouais. et pas le premier tour. Deuxième chose, il l'a traduit dans des actes. Il a nommé Ouais. Édouard Philippe Premier ministre. Oui. Clairement, il mène une politique d'équilibre entre ce que veut la gauche et la droite dans ce pays pour essayer de moderniser définitivement ce pays qu'on a bien besoin D'accord. depuis plus de 10 ans. Moi, j'aimerais que des gens comme Xavier Bertrand, comme Valérie Pécresse, rejoignent cet effort de construction, cet effort de modernisation du pays. Je pense que c'est D'accord. complètement à leur portée. C'est à eux aussi de tirer les D'accord. conclusions de la victoire probable de Laurent Wauquiez. Moi, j'en ai déjà tiré les conclusions, Yves Tréhard. Ce soir, débat, Édouard Philippe à la télévision, très attendu ce débat. Édouard Philippe, un peu les mêmes critiques que pour Nicolas Hulot, dans un autre style, mais
Est-ce qu'il a trouvé sa place? Est-ce qu'il a trouvé son mode de fonctionnement entre le président de la République et Bruno Le Maire, par exemple? On dit qu'il y a beaucoup de tiraillements entre Bruno Le Maire et Édouard Philippe. Il y a un chef du gouvernement, c'est Édouard Philippe. Puis je peux vous assurer que depuis le début, il incarne bien ce rôle de chef du gouvernement. Ah, ça, c'est clair que c'est un chef de gouvernement moderne. Il est ni dans l'autoritarisme. Mais il a trouvé son style? Oui, je pense. Vous avez lu la chronique de Guillaume Tabar ce matin? Non, je n'ai pas eu ce bonheur. Vous auriez dû. Guillaume Tabar dit il est ni affirmé comme l'était Valls. Il a du mal, quoi. Il est nouveau. Comment on va oser le mot, il est nouveau, Édouard Philippe. C'est une nouvelle façon d'être. Il a une nouvelle manière de conduire l'action du gouvernement et d'en être le chef. Il est un animateur. Il a réussi quand même, et lui seul l'a réussi sous la Ve République, à proposer la composition d'un gouvernement avec des gens de la société civile, des gens plutôt issus de la gauche, des gens issus plutôt de la droite. Et très franchement, ça Vous êtes à l'aise dans vos baskets, là? Complètement. D'accord. Édouard Philippe, il a quelque chose à redouter de Jean-Luc Mélenchon ce soir? Non. Non, c'est le premier opposant, Jean-Luc Mélenchon? Ça, c'est ce que les commentateurs disent. Moi, je regarde les résultats électoraux, par exemple, des dernières élections législatives, et c'est pas la France Insoumise qui est le premier opposant. Après, c'est sûrement la France Insoumise qu'on entend le plus. D'accord. Mais est-ce que la voix de Jean-Luc Mélenchon, elle porte quand même? On voit bien que c'est lui qui... Moi, je suis un républicain, il est député de la Nation. Il faut donc, en tant que membre du gouvernement, je le respecte comme tel. Et vous trouvez que c'est une nouvelle forme d'opposition aussi, peut-être plus caricaturale, ce qu'il appelle de l'audace, moi j'appelle ça des dérapages. On l'a vu le week-end dernier avec ces comparaisons douteuses. Je pense que parfois il perd un peu pied, effectivement. Mais une fois de plus, moi je suis un républicain, je regarde les institutions. Il est député. Les Français l'ont élu député des Bouches-du-Rhône, je le respecte en tant que député, et lorsqu'il dérape, je condamne aussi ses dérapages. Alors, vous n'avez pas voulu me répondre sur le fait que vous adhériez peut-être un jour à la République. Je dis que je regardais toutes les options. Mais il y a des élections qui se profilent dans quelques années. Il y a d'abord les européennes en 2019. Et puis après les municipales. Vous êtes un ancien maire, Vernon. Comment vous allez qu'est-ce qui va se passer là? Vous allez vous mettre en ordre de bataille? La réalité, c'est que la recomposition politique que le président de la République a réussi à faire à l'échelle nationale, là où c'était le plus compliqué de la réaliser. On a vu que c'était pas simple pour les sénatoriales. C'est normal, on est sur le 3e tour des élections municipales. Il ne faut pas chercher, vous connaissez trop bien la politique pour savoir comment ça fonctionne. Pour les élections locales, il faudra créer les mêmes recompositions politiques avec les personnes de bonne volonté qui veulent. Moi, dans mon territoire, dans l'Eure, je m'y emploierai, bien sûr. Oui. C'est ce que vous avez commencé à faire? Bien sûr. Moi, ma majorité départementale, elle s'est élargie suite à mon entrée au gouvernement. On a réussi à trouver justement des points d'accord et des points de convergence, de modernisation de mon département, en rupture avec ce que peuvent proposer, par exemple, les communistes ou les gens de la France Insoumise et bien évidemment le Front National. D'accord. Dernière petite question. Est-ce que Nicolas Hulot, dont on connaît la volonté d'être présent, de faire beaucoup de choses, il vous laisse de la place quand même au ministère? Je suis là avec vous. Oui. Ça se passe bien. Que vous veniez, vous avez un évidemment, mais j'ai une relation d'amitié, et je ne cache pas mes mots, d'admiration vis-à-vis de lui. Il porte une vision, nos histoires sont complètement différentes. Je pense que je peux apporter quelque chose, notamment lié à mon expérience d'élu local, de jeune élu local en plus de terrain. Lui, il incarne quelque chose dans ce pays, au-delà de la popularité, une véritable vision sur ces questions, une crédibilité. Et en cela, avec Brune Poirson, avec Elisabeth Borne, le pool que nous formons autour de lui est assez complémentaire et fonctionne très bien. Dernière question, c'est que STX va être acheté par les Italiens, que Alstom va être repris par les Allemands. Est-ce qu'il est grand temps, que la France ait une politique industrielle? Je crois qu'il est temps que l'Europe ait une politique industrielle. Et on voit bien le problème, c'est pas la France? C'est un peu tout le monde. Le patriotisme économique, c'est pas votre affaire? Comme le dit Bruno Le Maire très justement ce matin, soit on fait un géant européen et on ne sera pas mangé tout cru, c'est son expression, notamment par les Chinois, soit on n'est pas capable de le faire et on aura effectivement de gros problèmes. Donc il fallait le faire. D'accord. C'était le talk de Sébastien Lecornu. Et maintenant, vos questions, chers internautes, avec Valentin Pilate qui nous rejoint dans le studio. Valentin, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Sébastien Lecornu. On a une première question de Louis qui s'interroge sur les subventions. Est-ce possible de subventionner autant le nucléaire que les énergies renouvelables? Bonne question. Alors, le mot de subvention est mal employé, puisque pour le coup, on est sur des modèles économiques qui datent de l'après-guerre et qui, effectivement, ont permis l'émergence de l'électricité issue du nucléaire. Sur les énergies renouvelables, on est en train justement de monter en puissance sur la participation financière de l'État sur son accompagnement. Typiquement, en début de semaine, j'étais dans la région Nouvelle-Aquitaine pour annoncer de nouvelles subventions qui permettent d'aider les agriculteurs à raccorder leurs méthaniseurs, leurs panneaux photovoltaïques, la cogénération d'électricité propre qu'ils peuvent produire sur le réseau d'Enedis ou des syndicats d'électricité ou de GRDF. Donc,
chaque mois qui passe, on va soit vers des mesures de simplification, et j'aurai des propositions à faire pour le gouvernement dans les mois qui viendront sous l'autorité de Nicolas Hulot, soit en matière d'accompagnement financier. On n'a jamais accéléré aussi vite sur les ENR. L'électricité d'origine nucléaire, d'ici à 2025, on sera passé de 75 à 50%. C'est ce que dit la loi de transition énergétique votée par le Parlement différent. C'est un objectif extrêmement ambitieux sur lequel effectivement il va falloir s'employer. Il y a des centrales qui vont fermer d'ici à la fin du quinquennat. Alors on dit centrale à tort, parlons de réacteurs, pour être tout à fait précis. Il y en a combien? Il y en a 50 réacteurs en France. Un certain nombre de réacteurs, effectivement, devront fermer. Nicolas Hulot avait avancé un chiffre au mois de juin. Là aussi, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui va être élaborée par des spécialistes, Dieu sait que les questions énergétiques sont des questions de spécialistes, de scientifiques et de techniciens, va faire des propositions au gouvernement et au Parlement. Et donc, au début de l'année prochaine, on aura l'occasion de répondre définitivement à votre question. D'accord. On a Alain qui s'interroge sur l'état de la France en 2024. Il vous demande comment voyez-vous la France en 2024, et notamment pour les Jeux Olympiques à Paris. Alors spontanément, quand même, sur la France en 2024, j'espère que ça sera 2 ans après la fin du quinquennat. Ou peut-être 2 ans après le début d'un nouveau quinquennat. Ça, l'histoire le dira, et le président de la République lui-même aussi dira ce qu'il a à dire sur le sujet. La réalité, c'est que moi, je forme le vœu, et c'est pour ça que je suis très enthousiaste à être là où je suis aujourd'hui, qu'on ait renoué avec une économie de l'emploi. On voit bien que la croissance peut revenir. Vous avez vu les chiffres du chômage, là justement, je vous y réponds. Notre pays est incroyable, c'est que la croissance peut revenir sans qu'elle se traduise par la création d'emplois. Et oui. C'est pour ça qu'il fallait faire les ordonnances sur le droit du travail, pour permettre des embauches plus faciles pour nos amis employeurs. C'est pour ça qu'il fallait baisser les charges, c'est pour ça qu'il fallait baisser l'impôt sur les sociétés, c'est pour ça qu'il fallait réformer l'ISF. Tout ça, on est en train de le faire. C'est une politique de droite, pour justement, c'est une politique de droite. Je pense que c'est une politique de bon sens. Il suffit juste de regarder ce que les autres pays ailleurs en Europe ont fait pour voir comment ils ont réussi à redémarrer leur économie. Je ne veux pas m'échapper sur la question des JO, mais je voulais quand même répondre sur l'emploi, parce qu'au fond, c'est quand même le cœur de notre combat. Oui, les Jeux Olympiques, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le moral du pays. Ils veulent des Jeux verts, donc c'est pour ça d'où la question. Et on va y travailler. Et d'ailleurs, dans le dossier qui a été élaboré par la France, il y avait des éléments et des critères tout à fait innovants sur cette question-là, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion des transports urbains, sur lesquels on aura l'occasion d'y revenir dans la montée en puissance par la préparation des JO. Pour Isabelle, votre objectif, il est ambitieux sur le nucléaire pour 2025. Autrement dit, est-ce qu'il est vraiment réalisable? Par définition, le quinquennat précédent a fait beaucoup de lois pour mettre beaucoup de chiffres et beaucoup d'objectifs ambitieux. Procrastination. Il revient à ce quinquennat, et donc à Nicolas Hulot qui fait des choses, cher Yves Tréhard. Oui, je vous le redis. Il revient donc à ce quinquennat de traduire une fois de plus les objectifs des autres pour nous en actes. Alice s'interroge sur ne faut-il pas plus de Leonardo DiCaprio en France? Sa question, en fait, c'est tout simplement est-ce que toutes les personnalités françaises à notoriété, dites stars, ne devraient pas jouer un rôle d'ambassadeur justement sur cette transition écologique? Ouais, vous avez 1000 fois raison. Vous y avez pensé à ça sur le... Oui, Nicolas Hulot. Il y a déjà Nicolas Hulot. Alors, oui, puis même lui-même a des idées sur le sujet. Vous parliez du dossier sur les JO tout à l'heure. Si on a réussi à verdir un certain nombre de critères, grâce aux sportifs, c'est parce que certains sportifs sont allés porter aussi cette question, et tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Il est évident qu'il y a des paroles. Regardez le film Demain. Je ne prends pas un exemple de star, mais je prends justement un exemple qui est devenu extraordinairement populaire. Ça a éveillé les consciences de manière absolument formidable. Il y a un volet culturel, il y a un volet révolution mentale dans cette affaire. Le film Demain. Dans cette affaire d'écologie. Je l'ai vu. Ah, d'accord. Et alors, vous avez aimé? Oui. Voilà. Et donc, sur Leonardo DiCaprio, je ne sais pas, on lui posera la question, mais la réalité, c'est qu'on a besoin d'incarner le combat. Dernière question. Dernière question. Juliette, elle vous demande est-ce que vous êtes venu à vélo ou en voiture? Yves Tréhard m'a vu arriver à pied. Très bien. À pied. Mais il a peut-être laissé la voiture dans le. Je vais vous faire un aveu. À côté. Voilà, je vais vous faire un aveu. En métro. C'est pas que pour des questions écologiques, j'ai quelques kilos à perdre. Ah, tout est donc dit. il est venu à pied. Voilà, Sébastien Lecornu est venu à pied. C'était les réponses de Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. À vos questions, chers internautes, et avec l'excellente médiation de Valentin Pilatte. Merci. Merci beaucoup. Merci.